Voici vos nouvelles TVCL avec Vincent Orellana-Pépin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pépin et bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 17 au 24 octobre. Cette semaine, nous vous présentons une entrevue avec Mme Louise Lefebvre de l'organisme Paliaco. Mais nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui vous invite à revisiter la grande histoire du chemin de fer dans les Laurentides à travers une exposition présentée par la Société du patrimoine SOPABIC. Du 19 au 30 octobre, vous aurez l'occasion d'y découvrir de nombreuses photos ainsi que des objets significatifs relatant la belle époque du Petit Train du Nord, un incontournable du patrimoine régional. Œuvre des inlassables démarches du curé Antoine Labelle, le chemin de fer du Nord, rendu célèbre par les hordes de skieurs à l'assaut des Pays d'en haut, a circulé de 1890 à 1984 entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Il a d'abord facilité le ravitaillement des colons, l'acheminement du courrier et le transport du bois. Il a ensuite entraîné le développement des villages et permis l'établissement de lieux de villégiature et de clubs de chasse et pêche. C'est toutefois à compter de 1925, avec l'engouement pour les sports d'hiver, que se sont amorcées ces années les plus glorieuses. Entre 1930 et 1950, des milliers de skieurs ont emprunté les trains de neige pour venir parcourir des pistes comme la Maple Leaf ou dévaler les versants des centres de ski naissants. C'est cette grande histoire d'un petit train que vous racontera l'exposition de la SOPABIC, à laquelle ont collaboré la Société d'histoire Chute aux Iroquois, le Musée ferroviaire Gare de la Belle et la Société d'histoire de la Repousse. Celle-ci est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. L'exposition est présentée à la salle Alphonse Desjardins, située dans l'hôtel de ville de Mont-Tremblant, et en plein air à l'espace public. L'entrée est libre et gratuite les lundis et mardis de midi à 18h, du mercredi au vendredi de 10h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 16h. L'exposition à l'espace public est accessible en tout temps. Pour toute question concernant l'exposition, communiquez avec la Société du patrimoine SOPABIC au 819-717-4224. La MRC des Laurentides souhaite informer la population que la collecte de résidus domestiques dangereux, également appelée RDD, dans les écocentres est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les RDD sont des substances qui exigent un entreposage sécuritaire autant pour la santé des individus que pour l'environnement. L'achalandage accru que connaissent les écocentres est tel que les contenants pour RDD débordent et que le service régulier de collecte de ces matières ne suffit plus à faire la place nécessaire pour les entreposer. Les substances suivantes sont considérées comme étant des RDD. Il est possible de les reconnaître facilement grâce aux pictogrammes apparaissant sur les contenants. La peinture, vernis et solvant, l'huile à moteur usagée, les aérosols, les oxydants, les bonbonnes de propane, les pesticides et engrais, les cartouches d'encre, les produits nettoyants, les ampoules fluocompactes, les thermomètres, les inspecteurs, les piles alcalines et rechargeables. La MRC Laurentides demande donc à la population de garder temporairement le RDD à la maison jusqu'à ce que les services de collecte aient vidé les contenants d'entreposage actuels, ce qui pourrait prendre quelques semaines. Elle rappelle également qu'il est important de ne pas disposer des RDD dans le bac à déchets, en bordure de route ou dans les organisations de réemploi telles que les friperies et remercie la population pour sa collaboration habituelle. L'information sera diffusée dès que la situation sera rétablie. Le 11 novembre prochain, les organismes des bassins versants Abri-Nord et Rouge, Petite Nation et Saumon invitent les personnes concernées et intéressées par la gestion des barrages anthropiques à participer à la toute première rencontre des activités de concertation dédiées à ce thème. Ces dernières se veulent un lieu d'échange, de réflexion et de mise en commun d'idées afin d'identifier des pistes de solutions pour faire face aux défis rencontrés par les acteurs. Le territoire des deux zones de gestion intégrée de l'eau d'Abri-Nord et de l'OBV RPNS regroupe à eux seuls 723 barrages répartis sur différents cours d'eau, dont 7 servent à la production d'hydroélectricité. La majorité des barrages sur le territoire sont utilisés pour contrôler artificiellement les niveaux d'eau à des fins récréatives.
Geneviève Galland, directrice à l'OBV-RPNS, explique que la gestion de ces barrages est sujette à de nombreux conflits d'usage et peu de ressources sont disponibles pour appuyer les différentes parties dans la résolution de conflits. Elle ajoute qu'afin de répondre à de nombreux questionnements et d'appels à l'aide reçus des acteurs du milieu dans les dernières années, les deux OBV ont joint leurs forces afin d'organiser cet événement qui viendra répondre aux attentes de plusieurs organisations et citoyens. L'organisation de cet événement s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action du plan directeur de l'eau d'Abrinard. Pour aider à cerner les enjeux relatifs au barrage et les processus hydrologiques de base relatifs au barrage, Abrinard a créé 2 capsules vidéo introductives qui peuvent être visionnées sur leur chaîne YouTube en cliquant sur les liens Les barrages anthropiques, un cours d'eau et ses barrages, crues et étiages qui se retrouvent sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut. Une formule tournée vers l'apprentissage et le partage. Dans le cadre de cette rencontre, un expert de la Direction générale des barrages du MELCC entretiendra les participants sur le fonctionnement des barrages, la variabilité hydrologique des cours d'eau issus des sources naturelles ou anthropiques et les impacts des barrages sur les crues et les étiages. Dans un deuxième bloc, des sous-tables de discussion seront créées afin d'échanger sur des situations typiques à l'origine de conflits ou de difficultés associées à la gestion des barrages dans le but de faire émerger des pistes de solutions, voire des thèmes à creuser pour une prochaine rencontre. Cet événement est une première et l'intention des 2 OBV est d'organiser d'autres rencontres de concertation afin d'aborder des sujets complémentaires qui répondront aux besoins qui émaneront des acteurs. L'événement aura lieu le 11 novembre de 13h à 16h à la salle du Centre Notre-Dame, situé au 655 rue Filion à Saint-Jérôme. L'inscription est obligatoire. Pour s'inscrire, il est nécessaire de compléter le questionnaire disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut ou de communiquer avec Abrinard au 450-432-8490. Un organisme de bassin versant est un organisme désigné par le gouvernement du Québec pour assurer la concertation nécessaire permettant aux acteurs du territoire de réaliser une planification des ressources en eau, des usages et des milieux qui leur sont associés. Cette planification vise à déployer des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec Mme Louise Lefebvre de l'organisme Paliaco. Nous sommes maintenant avec Mme Louise Lefebvre, qui est coordonnatrice des services pour les 0 à 18 ans chez l'organisme Paliaco. Oui. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Fantastique. Vous êtes ici pour une raison toute particulière et c'est de parler avec nous d'une pièce de théâtre qui va avoir lieu le 6 novembre qui a un objectif bien, bien particulier. Oui, tout à fait. Alors, la pièce s'inscrit dans les conférences Paliaco. Chaque année, Paliaco, au mois de novembre, organise une conférence publique. Et notre objectif, c'est toujours de sensibiliser, informer la population sur différents sujets. Et cette année, on parle du deuil chez les jeunes. Pouvez-vous m'expliquer, parce que c'est pas précis, c'est extrêmement précis, c'est pas juste le deuil, c'est le deuil chez les jeunes. Oui. En quoi est-ce que le deuil chez les jeunes diffère du deuil chez les personnes qui ne sont pas jeunes? Bien, de plusieurs façons. Okay. La première façon, c'est que souvent, dans notre société, on va, pour protéger les enfants, ne pas les inclure beaucoup dans le processus du deuil. On va même parfois ne pas les inviter aux célébrations funèbres. Alors, c'est ça. Donc, on veut inclure nos jeunes et qu'ils soient soutenus dans ce processus qui est souvent traumatisant de perdre un être cher, un grand-parent, un parent. Puis j'imagine que c'est complètement inutile de ne pas les inclure dans le processus puis dans les célébrations funéraires parce que on dit souvent que les enfants sont particulièrement adeptes à détecter les changements familiaux ou les changements d'humeur ou ce type de choses-là. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont sentir très, très rapidement. C'est ça qui confond beaucoup les enfants. C'est que les enfants sentent qu'il se passe des choses à la maison, mais souvent, on ne les inclut pas dans la conversation pour les protéger ou un parent est très, très malade, a un diagnostic qui va être en palliatif, que la personne va décéder, le papa ou la maman, et on ne s'assoira pas avec l'enfant nécessairement pour lui expliquer, mais l'enfant ressent tout ça. Alors, on veut vraiment expliquer aux parents comment on fait ça. Est-ce que d'une certaine façon, le deuil chez un enfant est
pire que le deuil chez un adulte, un petit peu à cause de cette raison-là. Dans le sens où le deuil chez l'adulte va être ressenti graduellement, parce qu'il va savoir que ça s'en vient, et ensuite, il y a le deuil qui arrive. L'enfant, puisqu'on est temps de l'isoler, l'enfant n'aura pas ce temps ou n'aura pas ce processus pour se faire à l'idée que le deuil s'en vient. Et donc, lorsque le deuil arrive, lorsque la mort arrive de l'être cher, ça va être plus immédiat comme réaction et elle peut être plus grave ou sévère que chez un adulte? Je ne dirais pas que ça va être plus grave ou sévère, mais ce qui est certain, c'est que l'enfant l'a senti qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça que Paliaco, on a vraiment développé des boîtes à outils pour soutenir les proches, les parents, les proches, pour soutenir l'enfant qui va perdre un être cher, pour vraiment l'inclure, pour lui dire les choses. Hein. La vérité, c'est ce qui est le plus important pour l'enfant. Hein. Vraiment, on n'aide pas l'enfant en ne lui disant pas les vraies choses. D'accord, mais j'imagine qu'il doit y avoir une façon différente de livrer la vérité à un adulte qu'à un enfant. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut adapter notre dialogue, notre façon de dire selon l'âge. Et ce qui est particulier chez l'enfant, c'est que le deuil chez l'enfant ne sera pas complété à l'âge de l'enfant. Tout au long de son développement psychologique, psychique, l'enfant va évoluer dans son deuil. Un deuil chez l'enfant, quand on perd un être cher, quand on est toute jeune, on processe. Le processus se fait tout au long de notre développement. Et lorsqu'on sera adulte, on espère que le deuil pourra être clos. Le développement dont vous parlez prend fin à quel âge? L'âge adulte, le 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, si un enfant X perd un être cher à l'âge de 8 ans, donc pendant 10 ans, ce deuil-là ne sera pas finalisé? Mais chez l'enfant, hein, le deuil se fait par petites bouchées. Alors, ça veut dire que l'enfant peut, lorsqu'il perd son proche, beaucoup pleurer, puis 5 minutes plus tard, aller jouer. Et c'est tout à fait normal. Et il y aura un autre événement un petit peu plus tard, dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois à venir, qui va faire ressurgir la perte. Puis là, l'enfant peut vivre un moment de peine, d'angoisse ou de quoi que ce soit. Et là, il va retourner jouer. Et selon son développement, il va être capable. On dit que c'est seulement à peu près vers l'âge de 8 à 10 ans que l'enfant comprend l'irréversibilité de la mort, là, que c'est vrai que c'est pour toujours, là, tu sais. Parce qu'un enfant peut... Bon, il y a les jeux d'enfants, hein, papa, t'es mort, puis 2 minutes après, tu te lèves. D'accord. Alors, c'est ça. Alors, c'est autre chose. Et Paliaco, ce qu'on offre pour les familles, pour les jeunes, premièrement, le service ado, enfants, ados et familles, ça s'adresse aux 0-18 ans, mais aussi aux parents. Donc, pour les parents, on est là vraiment pour les soutenir et leur donner du répit parce qu'on s'adresse aussi aux enfants qui sont malades. Vous savez, Paliaco, on accompagne les gens en fin de vie, surtout ceux qui sont atteints de cancer. Alors, on a d'ailleurs accompagné cette année une jeune, malheureusement, qui est décédée et on a offert du répit aux proches aidants et bien sûr de l'accompagnement à la jeune. Et après le décès, on est là pour soutenir au niveau du deuil. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que vous avez donné l'exemple d'un enfant qui va digérer le deuil, pleurer, ensuite va retourner jouer, de nouveau digérer le deuil un petit peu, petite bouchée par petite bouchée, retourner jouer. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour un adulte, puisqu'un adulte va digérer le deuil, le lendemain, il va devoir aller travailler, puis sur son heure de lunch, peut-être pleurer pendant 5-10 minutes, continuer à travailler en après-midi. Je ne vois pas la différence entre le processus. Oui, mais écoutez, l'adulte a la capacité de ressentir l'ampleur du deuil. Habituellement, ce n'est pas au tout début du deuil, parce qu'au début du deuil, il y a toujours le choc. Hein, c'est normal, il y a un choc. Même si c'était une maladie, un décès attendu, il y a un choc. Alors, j'ai un choc, là, je m'organise avec les dernières volontés de la personne, je suis très occupée, très soutenue. Alors, j'ai de la peine, ça va pas bien, je suis en deuil, mais je ne saisis pas encore tout à fait l'ampleur de la perte. S'écoule du temps. Alors, pour les autres, la vie continue, mais pour moi, c'est possible que la vie soit comme un peu en suspens, et même souvent très en suspens. Souvent, les gens ont des congés de maladie parce qu'ils ne peuvent pas retourner travailler. Et là, tout à coup, on prend l'ampleur de la perte, tout d'un coup, ça nous arrive vraiment dans le cœur. Et c'est ça qui est différent. C'est que le jeune, c'est tout au long de son développement qu'il va bouchée par petite bouchée réaliser
Et d'ailleurs, permets-moi, Vincent, de te parler que le 6 novembre, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va faire aussi, bon, il y a une pièce de théâtre qui va expliquer aux parents, aux grands-parents et à tous les éducateurs comment on fait pour accompagner un jeune qui est en deuil. Paliaco, on va présenter nos services, mais on va présenter aussi une vidéo qui est en fait un court film qui va être à peu près 6 minutes et qu'on a interviewé. On a des témoignages de clients, un jeune client qu'on a accompagné et qu'on voit le processus que cet enfant-là a vécu, versus on voit aussi à la caméra une adulte qui a perdu son papa à 10 ans et qui nous dit aujourd'hui, ce que j'aurais eu besoin, c'est de pleurer et qu'on prenne du temps pour me parler. Alors, on va vraiment, le 6 novembre, c'est vraiment un grand moment pour nous. Oui, ça va être à quel théâtre? Ou ça va être où? Ça va être à l'église du village de Mont-Tremblant, au Lac-Mercier. C'est dans l'après-midi, c'est à 15 h et ça va être suivi d'un vin. Alors, on dirait que c'est de 15 h à 17 h. J'aimerais traiter un petit peu plus en profondeur de la pièce de théâtre elle-même. Par contre, avant d'arriver là, je pense que c'est important de peut-être traiter un petit peu du deuil lui-même. Le deuil, est-ce que c'est vrai? Corrigez-moi si j'ai tort. Il y a 7 étapes du deuil? Ça dépend des grands courants. Okay. Alors, si on va avec Kubler-Ross... Ce que j'ai entendu, ça a toujours été 7. The 7 stages of grief. C'est pas ça? Non. Alors, ça dépend de quel auteur. Okay. Alors, Kubler-Ross, c'est 5. Montbourquette, c'est 8. Kubler-Ross. Le prénom? Elizabeth Kubler-Ross. Okay. C'est vraiment une sommité. Elle est décédée maintenant. Et elle, c'est 5 étapes. Jean Montbourquette, qui avait initialement 7 étapes, mais à la fin de sa vie, Jean, que j'ai connu, ça a été mon mentor, a ajouté une 8e étape. Alors, 8 étapes. Mais on s'entend tous pour dire que des étapes, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est pas chronologique. Ça pourrait être 1, 2, puis ensuite 4, 5, c'est... Puis on revient à 2. Oui, on est dans l'aller-retour. OK, je pensais que c'était... Non, ça serait trop simple. Non, c'est vraiment pas comme ça. Le deuil, c'est vraiment un processus qui se fait. Il y a d'autres personnes qui parlent de phase du deuil, alors, et non d'étapes. Parce que étape, on a l'impression qu'après 1, c'est 2, puis après 2, c'est 3, puis... Mais donc, c'est possible d'aller, de revenir, et c'est possible, j'imagine, d'en vivre 2 en même temps, 3 en même temps, puis de... C'est plus que possible, c'est probable. Probable. Ça fait 15 ans, Paliaco, qu'on fait du soutien pour le deuil. Et je peux vous dire par expérience qu'il y a vraiment un oscillement entre les moments, les phases. Et il n'y a pas une bonne façon de vivre son deuil. Mais pourriez-vous me donner les 5 ou les 7 ou les 8, s'il vous plaît? Je vais faire le plus simple possible. Oui, c'est ça. Alors, il y a certains auteurs qui parlent de 3 grandes phases. La première phase, c'est le choc et le déni. Alors là, tu es frappé par la perte et souvent en déni. Ça se peut pas que ça m'arrive. Ça se peut pas qu'elle ou soit décédée. Alors, on est beaucoup dans le déni et ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Après ça, il y a la désorganisation. La désorganisation, là, c'est une période difficile à vivre. On ne se reconnaît plus. On perd la mémoire parfois. On a beaucoup de... Le deuil se fait physiquement, psychiquement. Est-ce qu'on ne se reconnaît plus parce qu'on ne sait pas comment fonctionner sans cette personne-là dans notre vie? Oui, mais aussi parce qu'on est tellement bouleversé qu'on oublie nos rendez-vous. On est désorganisé. On est une personne habituelle à être très organisée, à jamais oublier rien. Et là, tout à coup, on n'est même pas capable de lire un livre parfois. On lit une page et on ne retient pas. J'ai rencontré des gens qui me disaient « Louise, je suis en train de devenir folle. » Et la force du groupe, Vincent, c'est extraordinaire. Quand on a la chance d'avoir un groupe de personnes en deuil, j'ai entendu un jour un homme répondre à cette dame-là, « Oh, ça me fait du bien de t'entendre dire que toi aussi, tu penses devenir folle. » Alors, c'est rassurant, ça normalise d'entendre que... Un certain partage d'émotions. Oui. Alors, la désorganisation, ça dure un certain temps. Où est-ce que... Et après ça, la phase de réorganisation. C'est une nouvelle vie sans l'être cher. C'est vraiment une étape primordiale. Comment on fait pour savoir... Est-ce que, par rapport à ça, vous dites qu'on embarque dans une nouvelle vie. Est-ce qu'on embarque dans cette nouvelle vie-là parce que ce n'est pas possible de retourner à l'ancienne ou parce que c'est malsain de retourner à l'ancienne? Parce que c'est impossible ou parce que c'est pas bon de le faire? C'est pas malsain, c'est juste que la personne qui était si importante dans notre vie n'est plus.
Alors, c'est sûr que c'est quand c'est un deuil important, Vincent. Il y a des gens, si c'est un voisin qu'on aimait bien, c'est pas c'est pas une nouvelle vie. Certain. Mais quand c'est vraiment quelqu'un de proche, notre vie est changée, nos projets de vie sont changés, notre façon de voir l'avenir. Alors, c'est une nouvelle vie qu'on se réorganise et c'est très positif parce que quand on traverse profondément dans le deuil, qu'on ose sentir tout ce que ça fait, on découvre en soi des nouvelles ressources. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous jure qu'on va arriver à la pièce de théâtre. Je vous le promets, on va avoir le temps, on a le temps en masse. Mais vous nous l'avez simplifié le plus possible. Vous avez réduit de 8 à 7 à 3, donc on en a 3. Pour une personne un proche aidant, pas nécessairement un proche aidant, mais en fait pour tous les types de relations avec ces personnes-là, lors de ces 3 étapes-là, quelles sont les meilleures façons d'approcher les personnes en deuil dans ces 3 étapes-là? C'est quoi les meilleures choses à leur dire? Peut-être pas nécessairement les meilleures choses, mais les plus réconfortantes ou celles pas qu'elles veulent entendre, mais vous comprenez ce que je veux dire? Les meilleures choses à leur dire à ces 3 étapes-là. Tout à fait. À toutes les étapes, ce qui est important, c'est d'écouter. Donc, c'est même pas de leur dire quelque chose, c'est vraiment juste de se planter là. Okay. On ne sait souvent pas quoi dire. Il n'y a jamais quelque chose à dire qui est valable. Alors, on est mieux de dire, je ne sais pas quoi dire, mais je veux dire que je suis avec toi. Et être sincère. Et permettre à l'autre de ventiler, de parler. Jean Montbourquette, il disait, un deuil, on le traverse en parlant, en parlant et en parlant encore. Okay. Donc, c'est vraiment d'être avec l'autre et de lui permettre de vivre toutes les émotions. Parce qu'il peut y avoir de la colère. On peut être très fâché, vivre de l'abandon. Moi, j'avais prévu finir ma vie avec cette personne-là. Nos projets de retraite, c'est fini. Tous les niveaux. Ça peut être un sentiment de culpabilité, que ça soit... de ne pas avoir fait assez, ou de ne pas avoir dit, ou ce que j'aurais pu faire, ce que je n'ai pas fait. D'où vient cette nature réconfortante de l'écoute? Ça semble être une chose si simple. C'est tellement facile de faire ça. Et comment est-ce que ça peut être aussi efficace dans le réconfort d'une personne qui traverse justement un deuil? Comment est-ce qu'un truc aussi simple, peut être aussi efficace? Nous, à Paliaco, on connaît bien ça, l'écoute, parce que c'est ce que l'on offre depuis toujours. Actuellement, on est en train de former des nouveaux bénévoles et ce qu'on leur dit toujours, c'est écoute. Alors, on fait faire des exercices, des jeux de rôle et souvent, pour la première fois de leur vie, ils sont devant quelqu'un qui est là juste pour t'écouter. Que tu sais d'avance, la personne ne parlera pas. Elle ne te répondra pas. Elle ne te questionnera pas. Juste être là, dans l'accueil de l'autre. Alors, c'est très, très puissant, l'écoute. Oui, mais est-ce qu'il y a Vous avez sûrement une formation là-dedans. Oui. Moi, j'en ai pas. Est-ce que votre écoute en quoi est-ce que votre écoute diffère de la mienne? Ou elle est similaire? Elle devrait être similaire. Si vous êtes capable de rester vraiment branché. Vous avez dit que vous formez des bénévoles. Oui. La formation qui est donnée à ces bénévoles-là, donc c'est pas pour changer leur type d'écoute, c'est vraiment pour... Leur faire expérimenter. Alors, durant ces 6 demi-journées, pendant les 6 demi-journées, très souvent, on revient à la respiration. La respiration, Vincent, c'est tellement important de revenir en contact avec soi. Okay. Parce qu'il faut que je sois bien avec moi pour être capable d'accueillir l'autre où il est, comme il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Parce qu'oubliez pas qu'on fait de l'accompagnement fin de vie à Paliaco. Oui. Alors, il faut que j'accepte que l'autre puisse vouloir l'aide médicale à mourir, que l'autre puisse vouloir cesser sa médication, que l'autre peut vouloir aller mourir à l'hôpital. Tout ce que l'autre veut, moi, comme accompagnant, je suis à son écoute et je suis là pour lui, dans tout ce qu'il veut. Alors, c'est très spécial. Fait que on a tous la même écoute, mais pas la même pratique. Okay. Parce qu'on n'écoute pas avec nos oreilles, on écoute avec notre cœur. Donc, vous offrez ces services-là pour 0 à 18 ans chez Paliaco. Vous les offrez également pour les adultes. Ouais. Mais pour la pièce de théâtre elle-même, c'est, j'imagine, un scénario dans lequel un jeune de 0 à 18 ans perd un proche et par les péripéties, par l'histoire, les scénarios, on apprend comment dealer avec ça? Oui. Alors, c'est une troupe professionnelle. Hein. Le théâtre parmi nous, c'est vraiment un théâtre qui existe depuis, je pense, 30 ans au Québec. Et c'est un théâtre éducationnel. Donc, leur pièce, il y a toujours un volet d'éducation. Okay. Alors, ils ont monté un scénario avec l'organisme Deuil Jeunesse de Québec. Deuil Jeunesse, c'est l'organisme pour le deuil chez les jeunes, le plus coté au Québec. Okay. Alors, ils ont monté un scénario.
Et ils ont proposé ça. Et c'est une pièce qui s'appelle Transparence. C'est très, très beau. Et alors, c'est ça. Durant la pièce de théâtre, qui va être à peu près 50 minutes, vont intervenir, ils vont jouer des rôles de jeunes et l'interaction, comment ça se passe avec un adulte quand on est en deuil, comment entre jeunes on parle du deuil. Suite à ça, on va avoir un exposé sur le deuil au niveau théorique, comment ça se passe le deuil selon les différents groupes d'âge. Après ça, Paliaco, on va parler de nos 3 services, hein, parce que nous, on a pour les jeunes 3 services. Un service pour les enfants qui sont malades, qui ont le cancer, qui sont en phase palliative à domicile, où on va accompagner l'enfant et offrir aux parents du répit. Parce que vous imaginez comment ça peut être difficile d'accompagner son enfant qui va mourir. Notre deuxième service, c'est vraiment le deuil. Alors, le deuil chez l'enfant et aussi préparer au deuil. Cet été, j'ai rencontré une grand-maman qui son mari était pour mourir. Ils sont très près, le grand-papa et la grand-maman des petits-enfants. Alors, elle est venue chercher de l'information pour savoir comment je vais accompagner mes petits-enfants. Leur grand-père est tellement proche d'eux. On a accueilli une maman d'une petite fille de 3 ans qui commençait à demander « Où il est, papa? » Son papa, il s'est suicidé l'année passée. Enfin, alors, on est là vraiment pour soutenir enfants. Actuellement, on accompagne 2 enfants, des jumeaux, qui vont perdre leur papa qui est tout jeune. Par rapport à ça, c'est quoi la meilleure façon pour préparer au deuil? C'est pas chez les enfants, j'imagine que ça peut pas être d'être direct. C'est quoi? C'est utiliser des euphémismes? C'est aborder le sujet peut-être quelques secondes aujourd'hui, demain, un petit peu plus. C'est quoi le processus idéal pour... Nous, on va toujours avec l'enfant. C'est vraiment le rythme de l'enfant. Oui. Donc, si l'enfant ne nous parle pas, nous, on n'intervient pas. Alors, l'enfant, quand les enfants viennent chez nous, c'est qu'ils ont commencé à en parler aux parents ou aux grands-parents et de leur malaise. Et là, ils vont ouvrir avec nous, puis on va, par des jeux, par des dessins, par des livres magnifiques. La littérature jeunesse, Vincent, c'est extraordinaire. Comment on peut passer des messages aux enfants, des messages d'espoir, de la compréhension. On a des YouTube, des petits films, des petites vidéos pour expliquer c'est quoi la mort. Parce que c'est pas évident, la mort, pour un enfant de 5 ans, 7 ans, avant qu'ils comprennent tout le processus. Donc, il y a vraiment des vidéos. Donc, est-ce que la meilleure méthode d'aborder ça avec un enfant, c'est un monde imaginaire? C'est de l'approcher de ce concept de mort, de finalité, de deuil-là, avec une histoire? Avec une histoire, tout à fait, et aller selon où il est rendu dans son développement. Hein? Puis on ne va pas plus loin que ce que l'enfant veut entendre. Si l'enfant ne veut pas entendre parler de la mort de son papa ou de sa grand-maman, on n'en parlera pas. Mais par le jeu, il va venir par le dessin, par de la pâte à modeler, par toutes sortes de moyens. Il va venir à parler, à initier une conversation, puis on va juste lui proposer « Est-ce que tu veux en parler un peu plus? » Alors, ça se fait par le jeu, Est-ce que cette approche c'est quasiment, si on veut en guillemets, au choix de l'enfant, cette approche-là, ça peut pas justement retarder trop l'acceptation du deuil? Ou... On le sait que le deuil va se faire tout au long de son développement. Fait qu'on a du temps. Nous, on s'attend, comme il y a un petit garçon qu'on a soutenu il y a 2 ans, il a perdu sa maman, puis il est revenu cette année pour une courte période, puis il va revenir peut-être dans 2 ans, puis tout est correct. D'ailleurs, je vais vous montrer notre balle anti-stress qui est à l'image de Paliaco. Hein. Paliaco, c'est un cœur. Alors, et c'est tellement drôle. Les enfants qu'on rencontre en entrevue, là, puis qu'on est 1 heure avec eux à faire des jeux et qui ont leur balle avec eux, puis qui taponnent la balle. Alors, parce que quand on vit un deuil, on vit beaucoup de stress puis d'anxiété. Fait que ça, on a besoin de ce genre de petits bidules qui nous aident comme tel. Ouais. Je veux revenir. Oui. Parce que vous venez de dire que lorsqu'on vit un deuil, on vit beaucoup de stress et d'anxiété. Est-ce que donc l'objectif, ce ne serait pas de minimiser le temps de stress et d'anxiété, et donc minimiser le temps du deuil? Et donc, justement, chez un enfant, on veut minimiser ce temps-là, et donc on ne va pas à son rythme pour justement minimiser le temps, pour lui réduire le stress et l'anxiété. Donc, je réalise que tu ne veux pas l'entendre, mais on va te le dire parce que tu as besoin de traiter ce deuil-ci le plus rapidement possible pour arrêter d'être stressé et anxieux. Mais comment ça fonctionne? On ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. Hein? Alors, il faut aller vraiment au rythme de l'enfant. Okay. Vraiment.
et d'écouter ce que l'enfant a à nous dire, puis de voir avec lui ce que ça veut dire pour lui. Parce que pour lui, ça veut dire peut-être autre chose que ce que moi, comme adulte, j'entends. Alors, vraiment suivre, faire confiance au processus que l'enfant, et lui donner la parole. Hein. Ça, c'est vraiment important, qu'il puisse s'exprimer. Puis si la parole n'est pas facile, qu'il puisse s'exprimer par des jeux, par le dessin, par toutes sortes de façons, mais que ce qu'il vit à l'intérieur puisse être... Je trouve ça super intéressant. Une situation comme ça, dans laquelle un jeune a de la difficulté à s'exprimer verbalement, oralement. Avez-vous déjà été dans une situation avec un enfant comme ça? Par contre, vous retournez puis il a de faire une toile, pas complexe, mais une toile élaborée, puis c'est comme cela qu'il va exprimer ses sentiments? Ben, je ne peux pas dire là, qu'on a rencontré un Picasso, mais ça nous est arrivé de soutenir deux enfants de la même famille. Puis un, c'était la parole et l'autre, c'était les jeux. Alors, pour lui, c'était avec des petites figurines que ça se passait, par des dessins, mais pas du tout par la parole. Fait qu'il faut vraiment s'adapter. On a des bénévoles extraordinaires, des gens qui viennent de toutes sortes de champs d'activités reliées à l'enfance et qui peuvent vraiment soutenir nos jeunes et les suivre où ils sont, comme ils sont. Est-ce que l'un ou plusieurs de vos bénévoles sont des animaux de soutien émotionnel? Vous n'avez pas ça? Non. Ah, la zoothérapie. Oui, des emotional support dogs, ce type de choses. Oui, on a déjà voulu, mais au niveau des assurances, ça nous prendrait vraiment des gens qui sont professionnels, qui ont leur propre assurance professionnelle. Puis les gens, absolument, qui sont instructeurs canins, veulent être payés, alors faire de la zoothérapie. Alors, à Paliaco, tous nos services sont gratuits. Donc, nos services sont offerts par des bénévoles. Donc, on n'a pas encore ça, mais on pourrait éventuellement. Par rapport à la pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre qui tente d'éclaircir comment le plus efficacement traiter du deuil avec les enfants, j'imagine que les enfants ne sont pas invités à cette pièce de théâtre-là. Est-ce que c'est juste pour les adultes? Oui, c'est vraiment principalement pour les parents, grands-parents et instructeurs, proches aidants, intervenants, tous ceux qui gravitent autour des jeunes, que ce soit des enfants ou des adolescents. C'est pas approprié pour les enfants. J'imagine que non. Quels sont les... si une personne veut faire ce que vous faites, veut être à l'écoute, veut aider ces personnes-là en leur donnant la parole et recevoir cette parole-là, quelles sont les qualités qui doivent être prédominantes chez une personne qui veut faire ça? Je dirais avoir beaucoup de cœur, de la compassion, une bonne écoute. Ou ne pas avoir de compassion, parce que c'est possible de juste écouter, puis une personne avec trop de compassion peut être trop affectée par ce qu'elle entend, non? Non, il faut être sensible pour faire ce que l'on fait. Il y a des gens, des fois, qui viennent à Paliaco, des bénévoles, qui disent « Ah, moi, je suis trop sensible. » Ouais. Il faut être sensible, parce qu'il faut être sensible à l'autre. Mais c'est sûr qu'il faut être capable. Nous, on montre, on éduque nos bénévoles à avoir une distance juste par rapport à la souffrance de l'autre. Ta souffrance n'est pas ma souffrance. C'est vraiment un processus. Faire de l'accompagnement, c'est vraiment, au niveau personnel, vraiment du cheminement personnel. Hein? On apprend, puis oui, c'est vraiment du cheminement personnel parce que je suis moi par rapport à l'autre. Je vois la souffrance de l'autre. Je peux pas me décharger sa souffrance. C'est sa souffrance. Je suis juste présente dans l'écoute, dans l'accueil de ce que vit l'autre. Et souvent, bien, nous, on croit vraiment, Vincent, que chaque personne a ses ressources intérieures, a ses réponses. Des fois, je ne le sens pas. Des fois, je ne sais pas que j'ai la réponse, mais en parlant, je vais trouver. Je vais trouver. Vous pensez que chaque personne qui vit un deuil a les réponses? Oui, elle a les réponses en elle, mais ça peut prendre du temps. Et peut-être qu'elle a besoin d'être accompagnée pour trouver ses réponses. Parce qu'il y a vraiment un processus. Pour les enfants, pour les plus jeunes, on a vraiment monté un programme sur 6 rencontres pour faire cheminer l'enfant. Le deuil ne sera pas terminé, comme je vous l'ai dit tantôt, tant qu'il n'est pas adulte, mais pour vraiment l'aider à traverser une période. Puis pour les ados, c'est 7 rencontres. D'ailleurs, mardi prochain... Pourquoi est-ce que c'est plus... Parce qu'ils sont plus vieux. Donc, ils ont une compréhension. Quand on est adolescent... Ils sont plus proches de comprendre la finalité du deuil. Donc, tout à fait. Leur prendre moins longtemps pour y arriver. Tout à fait. Mais donc,
Oui, puis nous, à Paliaco, on se rend aussi dans les endroits comme on est impliqué à l'école, à la polyvalente de Sainte-Adèle. Il y a eu une noyade l'année passée, au mois de mai, d'une jeune fille et on s'est rendu et j'y retourne encore mardi prochain parce que les jeunes ont besoin de ventiler. C'est important de pouvoir parler, parler, parler. Puis, purement par curiosité, c'est 6 rencontres pour un enfant, 7 pour un adolescent, puis pour un adulte, est-ce que c'est plus ou moins? À Paliaco, c'est 11 rencontres. Pour un adulte? Oui. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on va vraiment, à travers tout le processus du deuil, selon... Nous, on utilise beaucoup les étapes de Jean Montbourquette. Mais Donc, puisque c'est plus compliqué, le deuil est plus compliqué pour un enfant, est-ce que ça ne devrait pas prendre plus de rencontres que pour un adulte? non, c'est parce que l'enfant, il a une certaine capacité d'évolution selon son groupe d'âge. Alors, on sait que après les 6 semaines, c'est pas terminé. C'est juste qu'on a aidé l'enfant à dénouer une situation difficile. Et il va revenir plus tard. Et il va peut-être revenir encore adulte. Mais ce qu'on croit sincèrement, c'est que l'enfant qui est accompagné, jeune, lorsqu'il y a une perte importante, risque d'avoir peu de problèmes rendus adultes. Tandis que peu de problèmes parce que... C'est contre-intuitif? Ben non, c'est que plus tu adresses ta difficulté jeune, moins tu risques d'être marqué plus tard. Parce qu'un deuil significatif là, qui n'est pas adressé quand on est jeune, ça reste en l'intérieur de soi. Ça bouille, puis ça reste. Il y a quelque chose en dedans dedans de soi là, qui veut émaner à un moment donné. Oui, oui. La pièce de théâtre, on y revient une dernière fois, à l'église du village de Tremblant, à partir de quand, jusqu'à quand, combien de représentations, c'est une, les billets peuvent être achetés où, toute l'information que vous allez me donner. Alors, c'est une fois, oui. C'est le 6 novembre à 15h, c'est gratuit. Il faut appeler le numéro central de Paliaco pour réserver sa place. On sait qu'il y a 200 places, donc les 200 premières personnes qui vont se manifester pourront venir assister à la pièce, voir notre super vidéo et prendre un petit vin avec nous. Le petit cocktail par la suite, est-ce que les gens de Paliaco vont être là, les bénévoles, les intervenants, pour justement jaser, discuter de ce que les gens ont assimilé ou ont peut-être appris pendant la pièce de théâtre? Il va y avoir une période de questions. Après la pièce, il va y avoir vraiment une période de questions pour permettre aux gens de poser toutes les questions, mais on va rester là jusqu'à 5 heures le soir. Oui, jusqu'à 17 heures. Merveilleux, on vous remercie. C'était super intéressant, super théorique, mais également un petit peu touchant. J'apprécie beaucoup d'avoir pu parler avec vous, puis je suis persuadé que les écouteurs ont également apprécié pouvoir vous écouter. C'est super agréable. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue. Le coup d'envoi a été donné au déploiement de Respire, qui est la 3e édition de la campagne de prévention de l'anxiété chez les jeunes du primaire et du secondaire dans les Laurentides. En partenariat avec la Fondation André Boudreau, le CI3S des Laurentides est heureux de contribuer à la prévention de l'anxiété chez les jeunes, la promotion d'une santé mentale positive et d'une saine utilisation des écrans. La campagne vise la sensibilisation des jeunes et de leurs proches aux questions touchant l'anxiété, le stress ainsi que l'hyperconnectivité. L'engouement des jeunes pour le vapotage est un autre phénomène qui inquiète la santé publique. Le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides, invite les résidents de la région à se faire vacciner contre la grippe afin de se protéger et de protéger leurs proches. Depuis le 5 octobre dernier, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière s'est amorcée dans la région de Laurentides. La vaccination est la meilleure protection contre les complications de la grippe. La grippe peut fragiliser et provoquer des conséquences graves chez les personnes à risque élevé d'hospitalisation. À la lumière des recommandations des experts de l'Institut national de santé publique du Québec, la vaccination est fortement recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risques de présenter des complications, soit les personnes de 6 mois à 74 ans atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse, les personnes âgées de 75 ans et plus. Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement aux proches qui habitent sous le même toit qu'un enfant de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès, ainsi qu'à leur aidant naturel. Il est aussi offert gratuitement aux travailleurs de la santé.
La vaccination est également gratuite pour les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé. La vaccination contre la grippe est disponible sur rendez-vous seulement. Dès maintenant, vous pouvez obtenir un rendez-vous en ligne en cliquant sur clicsante.ca en sélectionnant Vaccin contre la grippe influenza et en suivant les instructions afin de réserver votre rendez-vous. Vous pouvez également composer le 1-888-664-2555 du lundi au vendredi de 8h à 20h, les samedis et dimanches et jours fériés de 8h30 à 16h30. Aucun rendez-vous ne sera donné sur les sites de vaccination. Plusieurs pharmacies de la région offrent également la vaccination contre la grippe. La prise de rendez-vous se fait aussi sur clicsante.ca ou en contactant directement la pharmacie pour plus d'informations. Dans le but de rendre l'accès à la vaccination possible pour tous, le CI3S des Laurentides offre un service de navette gratuit aux personnes à mobilité réduite et ayant des contraintes économiques afin de les accompagner vers les sites de vaccination. Pour en faire la demande, il suffit d'appeler au 1-866-495-5833. Le CI3S des Laurentides tient à rappeler à la population que le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19. Pour toutes les personnes admissibles, il est possible de recevoir la vaccination contre la grippe, contre la COVID-19 et contre le pneumocoque en même temps, et ce, lors du même rendez-vous, en se renseignant auprès des équipes de vaccination. Pour toutes les informations en ligne avec la vaccination contre la grippe, consultez la section Vaccination contre la grippe influenza du site web du CI3S des Laurentides. Pour les résidents de Lac-Tremblant-Nord, la date limite du 30 septembre promise par le gouvernement pour l'accès à Internet haute vitesse a été reportée. Pour les citoyens de Tranquillité, qui devaient avoir accès via Cogeco, la date limite a été repoussée au 31 janvier 2023. Entre-temps, ils devraient avoir accès via Starlink. Les citoyens qui ont l'électricité mais pas d'accès routier devraient également avoir accès via Starlink. Actuellement, les citoyens résidant autour des marinas de PLTN et du lac Bibit devraient tous avoir accès à la fibre optique via Bell. Revenez-nous après la pause. Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides a annoncé la nomination de M. Christian Côté à titre de directeur. M. Côté, qui entrera officiellement en fonction le 1er novembre prochain, remplacera M. Philippe Leclerc qui part relever de nouveaux défis à la MRC des Pays d'en Haut. Directeur général du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides depuis 2017, M. Côté a eu l'occasion de collaborer avec les élus municipaux, territoriaux, nationaux et fédéraux, de même que chacune des MRC de la région des Laurentides, la ville de Mirabel et différents ministères. Ses connaissances des nuances et des territoires de la région des Laurentides, de même que son aisance dans les rouages du gouvernement du Québec, apportent une grande valeur ajoutée pour la MRC et pour porter la voix de la région sur la place publique. Un comité constitué de 2 directeurs généraux des MRC et de 2 préfets des Laurentides a été mis sur pied pour faire la sélection du nouveau directeur du Conseil des préfets. M. Marc Lheureux, vice-président trésorier du Conseil des préfets et maire de Brébeuf, qui siégeait également à ce comité de sélection, mentionne que parmi la cinquantaine de candidatures reçues, le profil de M. Côté, qui cumule une longue feuille de route comme gestionnaire, s'est vraiment démarqué. M. Côté affirme que durant ses années au Conseil de développement de l'excellence sportive de Laurentides, il a grandement apprécié se mettre au service des jeunes des Laurentides. Il ajoute qu'avec ce nouveau défi, il aura l'occasion de continuer à servir la région à un autre niveau. Depuis le début des années 2000, la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra cette année, la dernière semaine d'octobre, a comme objectif de sensibiliser les gens à réduire la quantité de déchets produits avec l'ultime objectif de zéro déchet. Afin de souligner la Semaine québécoise de réduction des déchets, la municipalité de Piémont organisera une journée de collecte grand ménage le samedi 22 octobre 2022 de 9h à midi. L'événement se tiendra au parc Gilbert-Aubin, situé au 685 boulevard Laurentide. Lors de cette journée, Piémont offrira le service de déchiquetage de documents confidentiels,
la collecte de vieux appareils électroniques, de styromousse, de batteries domestiques usagées, de néons et d'ampoules usagées. Il sera également possible d'apporter des CD, des DVD, des clés USB et des disques durs. Tous les documents récupérés lors de cette journée seront détruits ultérieurement de façon sécuritaire. Une collecte de vêtements usagés de saison, effectuée en collaboration avec l'organisme Le Support, vous permettra aussi de redonner à la collectivité et de redonner une nouvelle vie à vos vêtements chauds. Une citrouille sera distribuée aux 100 premiers participants à l'événement, soit une citrouille par adresse ou par citoyen. La participation au réemploi et à la récupération des objets constitue un geste positif pour l'environnement. Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Sébastien Simard, éco-conseiller et inspecteur en environnement, à l'adresse courriel environnement@piedmont.ca ou par téléphone au 450-227-1888 au poste 225. La Ville de Mont-Laurier a lancé son appel de dossier en prévision de l'expo-vente Noël chez les artistes qui se déroulera le samedi 3 décembre prochain à l'Espace Théâtre. Cet événement voulant célébrer les objets uniques conçus par les créateurs de la région. Pour sa prochaine édition, Noël chez les artistes est donc à la recherche d'exposants de divers secteurs, dont les métiers, les arts visuels et les produits gourmands artisanaux. Les artistes ont jusqu'au vendredi 4 novembre prochain afin de déposer leur candidature à l'adresse courriel ramsey@villemontlaurier.qc.ca. Il est important d'ajouter une courte description de votre entreprise ou de votre pratique artisanale ainsi qu'une photo illustrant vos produits pour accompagner votre description. Des frais de 50 $ seront exigés pour la tenue d'un kiosque lors de l'événement. L'expo-vente aura lieu au centre-ville de Mont-Laurier le samedi 3 décembre prochain dès 10 h et jusqu'à 18 h. La Ville de Mont-Laurier, en partenariat avec la Maison des Jeunes et le comité étudiant du Centre Christ III, vous présente la parade du Savant Fou le lundi 31 octobre prochain au centre-ville pour célébrer l'Halloween. Dès 16h30, le Savant parcourra les rues du centre-ville à partir du Centre Christ III, situé près des chutes du rapide de l'Orignal, où un premier arrêt sera effectué à la Maison des Jeunes pour distribuer des bonbons aux 100 premiers arrivés. Un parcours hanté, débutant intermédiaire réalisé par la Maison des Jeunes sera également proposé aux petits monstres qui sillonneront les rues à la recherche de bonbons. Par la suite, la parade se poursuivra jusqu'au stationnement de la Plaza Paquette où une distribution de bonbons aura lieu ainsi qu'une courte prestation d'un DJ. Finalement, la parade se terminera à la gloriette du parc Toussaint-la-Chapelle où, dès 18 h, l'illumination permanente des chutes du rapide de l'Orignal sera déployée officiellement. Les citoyens pourront admirer à partir du 31 octobre tous les soirs les chutes illuminées situées au cœur du centre-ville. La Ville de Mont-Tremblant a annoncé la réalisation de la première phase de la forêt nourricière dans le sentier intergénérationnel situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville le mercredi 5 octobre dernier. En collaboration avec l'organisme Cultiver pour nourrir, la Ville a proposé un atelier aux élèves de 6e année du primaire de l'école Saint-Eugène afin de leur enseigner les bonnes pratiques en matière de plantation d'arbres fruitiers. Cette initiative permettra également aux citoyens de cueillir les fruits au cours des prochaines années lors des promenades en sentier. De plus, les élèves ont notamment pu parfaire leurs connaissances concernant les diverses caractéristiques d'essence d'arbres fruitiers tout en posant un geste écologique. Le maire, M. Daniel Bourdon, mentionne que la Ville est très heureuse de la participation des élèves à ce type d'activité dans le cadre d'un projet écologique où les citoyens auront la chance de cueillir les fruits des arbres plantés au cours des prochaines années. Il ajoute que ce projet collectif a permis notamment de les conscientiser sur l'importance de la plantation des arbres et de leur faire découvrir le site du sentier intergénérationnel auquel ils ont contribué au développement. Une seconde phase sera réalisée l'année prochaine afin de bonifier le volume d'arbres fruitiers aux abords du sentier intergénérationnel. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je remercie Mme Louise Lefebvre d'avoir été des nôtres et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.